Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Parlons tout de suite de religion avec le pape au Mexique. Le pape François a appelé le samedi 13 février 2016 les dirigeants mexicains à apporter une justice réelle, une sécurité effective lors d'une cérémonie au palais présidentiel. Il revient de façon spéciale aux dirigeants de la vie sociale, culturelle et politique de travailler pour offrir à tous les citoyens l'opportunité d'être de dignes acteurs de leur propre destin, dans leur famille et dans tous les domaines où se développe la société humaine, en leur facilitant un accès réel aux biens matériels et spirituels indispensables, un logement décent, un travail digne, de la nourriture, une justice réelle, une sécurité effective, un environnement sain et de paix. Nous restons toujours avec le pape. Des dizaines de milliers de fidèles étaient rassemblés le mercredi 17 février 2016 des deux côtés de la frontière séparant Ciudad Juárez del Paso du Texas aux États-Unis pour assister à l'ultime messe du pape François où il a plaidé pour la sécurité et l'accueil des immigrés à l'issue de sa visite au Mexique. Suivons cet élément. Esa manera de tratarse, regularse, organizar a un pueblo ebrio de sí. Cette tragédie humaine que représente la migration forcée est aujourd'hui un phénomène global. Cette crise, que l'on mesure en chiffres, nous aimerions la mesurer avec des noms, des histoires, des familles. Ce sont des frères et sœurs qui sont rejetés à cause de la pauvreté et la violence, par le narcotrafic et le crime organisé. Face à tant de vides légaux, se tient un réseau qui attrape et détruit les plus pauvres. L'actualité africaine à présent au Congo, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a inauguré le lundi dernier le démarrage d'un nouveau grand chantier d'hôpital à Brazzaville, précisément à environ quelques semaines de la présidentielle congolaise. Le 20 mars, la cérémonie a été l'occasion de réaffirmer l'image de bâtisseur du chef de l'État du Congo-Brazzaville. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a procédé hier à l'inauguration d'un nouvel hôpital à Brazzaville. La cérémonie a lancé le démarrage de ce nouveau grand chantier, l'occasion à environ un mois de la présidentielle congolaise de réaffirmer l'image de bâtisseur du chef de l'État. Lors de ce rassemblement qui ressemblait plutôt à un meeting politique compte tenu de la forte présence des militants du Parti congolais au travail au pouvoir, M. Sassou Nguesso a procédé à la symbolique pose de la première pierre de l'édifice. 4 bâtiments ont déjà commencé à émerger dans cette structure qui devrait accueillir plus de 440 lits. Mercredi dernier déjà, Denis Sassou Nguesso avait inauguré une route reliant le nord du Congo au sud du Cameroun. Il y aura surtout des centres opérationnels d'urgence parce que notre pays n'est pas à l'abri des catastrophes et que pour l'instant, il n'y a aucune structure qui peut abriter un centre opérationnel d'urgence. Donc en collaboration avec les secteurs publics que nous représentons, il faudra voir avec la gamme des hôpitaux généraux en cours de construction, avec le CH en cours de modernisation, je crois qu'il y a moyen de faire qu'il y ait des paliers qui fassent que cet hôpital réponde aux besoins des populations, non seulement des militaires, mais aussi des civils. Bon, je tiens à vous rappeler qu'il y a 25 ans, nous avions un centre de radiothérapie au niveau de l'hôpital général et les patients provenaient de RDC, de Centrafrique, du Gabon, du Cameroun. Donc on était déjà une destination médicale. Il faut restaurer cette destination dans le contexte de la modernisation actuelle. Puis il faut surtout faire un effort pour offrir aux populations des soins de qualité. Au niveau de ce nouvel hôpital, un centre de transfusion sanguine propre aux armées.
Vous savez que nous participons aux missions extérieures, nous avons des pertes et nous ne pouvons pas continuer à attendre que le sang vienne du centre de transplant sanguine. Il nous faut avoir notre propre centre de transplant sanguine. En Centrafrique, au lendemain des votes pour le premier tour des élections législatives et le second tour de la présidentielle, le temps était le lundi dernier au dépouillement des bulletins de vote. La collecte des bulletins s'est poursuivie jusque tard dans la nuit dans certains bureaux de vote. Au lendemain des votes dimanche pour le premier tour des élections législatives et le second de la présidentielle, le temps était hier au dépouillement des bulletins de vote. La collection des bulletins, qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit pour certains bureaux de vote, a précédé l'acheminement des urnes et des procès-verbaux vers la capitale Bangui. Les bulletins en provenance des 4 coins du pays sont désormais vérifiés et recomptés dans le centre de traitement des données de l'Autorité nationale des élections. Leur dépouillement se déroule en présence des représentants des 2 candidats. Les résultats provisoires complets devraient être annoncés d'ici une semaine, mais dès ce mardi, l'ANE devrait être en mesure d'annoncer des premiers chiffres partiels. Quelques jours avant le scrutin, l'un des candidats aurait été, n'est-ce pas, agressé par des hommes armés du côté après Sibut vers la Kémo. Mais le jour du scrutin à proprement parler, nous avons noté aucun incident sécuritaire. Nous avons eu un temps assez long pour commander le matériel. Nous l'avons reçu à temps à Bangui, nous l'avons déployé à temps, ce qui a fait que le jour du scrutin, le 14, les bureaux de vote, dans la quasi-totalité, ont ouvert à l'heure ou alors sur un léger décalage de 15, 20, 30 minutes par-ci, ici et là. Le résultat entier, ce sera dans 6 jours. Parce que le code électoral, pour le second tour, nous accorde un délai de 6 jours pour donner les résultats provisoires. Toujours en République centrafricaine, parlons à présent de paix. Après plusieurs années de conflit, les Centrafricains n'attendent qu'une seule chose, la stabilisation du pays afin de relancer la machine économique. Suivons à présent un élément de nos confrères de Vox Africa. Lancée le 6 février dernier, la campagne électorale en vue du second tour de l'élection présidentielle en République centrafricaine bat son plein. Dans les rues de la capitale Bangui, si les opinions sont partagées quant aux enjeux de cette échéance électorale, les attentes sont néanmoins grandes. Le pays a un maximum de la population jeune. Donc s'il travaille beaucoup plus du côté jeunesse, certainement que le pays va vraiment avancer. Travailler du côté de la jeunesse en ce sens qu'on doit créer des écoles techniques, quoi. Donc s'il faut créer encore des écoles techniques permettant à la jeunesse, n'est-ce pas, de savoir faire quelque chose, ça permettra, n'est-ce pas, à la jeunesse aussi de se mouvoir, de faire des activités et ça va contribuer au développement du pays. On ne donne pas aux jeunes de Centrafrique de s'épanouir et de développer le pays. Et ils n'ont même pas les moyens, au lieu de chercher des financements pour aider les jeunes à implanter des choses comme l'agriculture, l'élevage, côté caféier qui est mort, chercher à avancer les pays, on ne voit pas ça. Et ça nous coûte vraiment cher parce qu'on ne sommes pas intégrés par rapport aux situations du pays. Même à son cherche le travail, tu ne peux pas trouver. Donc la première chose, c'est qu'on puisse voter un président qui est capable de nous chercher le financement afin que les richesses de ce pays puissent être exploitées et que nous pouvons bénéficier. Mais l'une des urgences qui interpelle le futur président de la République, c'est la consolidation de la paix. Franchement, il faut être reconnaissant de l'effort qu'a conjugué Mme Sama Panza. Il faut lui jeter des fleurs. Je suis très conscient de ça. Nous sommes très conscients de ça. Elle a maîtrisé la situation, bien qu'il y avait des troubles par-ci par-là, mais elle a quand même géré la situation jusqu'à ce qu'on a fini. Donc l'important, c'est qu'on a déjà fini et nous attendons maintenant un prochain président qui va venir gérer la situation. Que nous attendons que ce président, n'importe qui était élu, que nous, tous les Centrafricains, nous sommes derrière lui et nous voulons seulement que la paix. Ce qui a pris le pouvoir, qu'il n'a qu'à diriger le pays dans les normes et qu'il ne divise pas les Centrafricains. Par rapport à cela, mais ce que nous attendons, que tout le monde attend, est que nous puissions avoir un bon leader qui peut faire sortir du pays du chaos. Reste donc à savoir quel programme politique convaincra ces populations. La sécheresse a sévi également en Somalie et aussi en Éthiopie, où l'ONU tire la sonnette d'alarme. Selon l'Organisation des Nations Unies, la sécheresse menace directement des millions de personnes. L'ONU lance aussi un appel à financement à hauteur de 792 millions d'euros pour faire face à la crise de la faim.
L'ONU tire la sonnette d'alarme en Éthiopie et en Somalie où la sécheresse menace directement la santé de millions de personnes. Elles ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Près de 60 000 enfants souffrant de malnutrition seraient en danger imminent. L'ONU lance un appel à financement de 792 millions d'euros pour faire face à cette crise de la faim. Selon le gouvernement du Zimbabwe, 16 000 vaches sont mortes et 75% des récoltes ont été saccagées par la sécheresse qui frappe le pays depuis quelques mois. Il faut préciser que le Zimbabwe s'est déclaré en état de catastrophe naturelle. Le Zimbabwe s'est déclaré en état de catastrophe naturelle. En cause, la sécheresse exceptionnelle qui frappe l'Afrique australe depuis plusieurs mois, une période qui est justement celle du semis. 16 000 vaches sont déjà mortes, 75% des récoltes ont été saccagées selon le gouvernement. Le pays devra donc importer massivement du maïs, l'aliment de base au Zimbabwe. En déclarant cette sécheresse catastrophe naturelle et en apportant les preuves qu'elle aura un impact sur la vie de la population, cela met l'accent sur le Zimbabwe et la région sud de l'Afrique afin que les donateurs et la communauté internationale reconnaissent que nous avons entre nos mains un énorme problème, affirme le directeur du Programme alimentaire mondial au Zimbabwe. Un quart de la population est en situation d'insécurité alimentaire, affirme le gouvernement, pour qui les sanctions imposées par l'Occident contribuent à la baisse de la production agricole. Pour ses détracteurs, la réforme agraire du président Mugabe a fragilisé l'agriculture du pays. À partir d'avril, commencera une saison sèche de 5 mois. Au Cameroun, l'insalubrité gagne du terrain dans certains marchés de la ville. Les produits se vendent aux alentours des bacs à ordures et aussi des flaques d'eau, provoquant ainsi l'inconfort des vendeurs et aussi des acheteurs. Suivons cet élément. Dans certains marchés de la ville de Yaoundé, il est désormais difficile de respirer. La cause, les ordures et déchets d'aliments déversés de part et d'autre. Au marché Mvogada, les odeurs empêchent parfois les clients de faire des achats et surtout les vendeurs qui les aspirent en longueur de journée de faire du chiffre. La situation ici est très grave parce qu'on ne parvient même pas à vendre. Je ne parviens pas particulièrement moi à vendre le produit parce que ça sent. Et tout ce monde que tu vois autour de la poubelle, vraiment on vit ici là par la grâce de Dieu. Le bac à ordures en question, le voici. À l'entrée même du marché, l'air est pollué dans un rayon d'une vingtaine de mètres. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous voyez les odeurs, même seulement le bac à ordures en plein carrefour. Et les voitures, même étant dans la voiture seulement, l'odeur vous retrouvez là-bas dedans. Et je ne parle même pas des nourritures, tout ce qu'on mange qui sont juste à côté, les commerçants ils sont à côté. Cette vendeuse à proximité de ce bac à ordures doit proposer des produits encore meilleurs que ceux de ses concurrents sur le marché pour grappiller quelques clients. Je suis obligée de vendre ce qui est plus bien. Parce que si ce n'est pas ce qui est attirant, tu ne peux pas avoir un client. Autre lieu, au marché du Mfundi. Les choses évoluent à sens inverse. Des tas d'ordures au sol, tandis que le bac peine encore à remplir. Pourtant, la communauté urbaine de Yaoundé a mis sur pied des mesures visant à assainir les marchés, des mesures qui jusqu'ici n'ont pas changé l'état des choses. Avant, on a trouvé un endroit pour le bac. Quand Isaac en mettait normalement, il enlevait chaque jour, nous on n'avait pas de problème. Ça me surprend que tout constamment, quand on met le bac, ça fait les 4 jours, les 5 jours, nous on ne parvient pas, même quand on se plaint, ça ne leur dit rien. Ici, tout le monde espère que les choses changent au plus vite. Mais en attendant, l'insalubrité continue de faire son chemin. À présent, l'actualité internationale dans ce grand journal, commençons par la France. À quelques mois de la primaire de la droite et du centre, pour 2017, Nicolas Sarkozy a prononcé le dimanche 14 février 2016 un texte d'orientation des Républicains lors de la clôture du Congrès national du parti. Les Républicains croient que l'entreprise et le travail doivent être le cœur de toute politique économique. La compétitivité des entreprises doit être notre priorité absolue. Nous refusons le partage du temps de travail et les 35 heures. Nous croyons que c'est grâce aux entreprises, aux femmes et aux hommes qui y travaillent que l'on crée de la richesse, de la croissance et de l'emploi.
Nous nous fixons une grande ambition, celle de refonder notre modèle social, en faisant de l'entreprise le lieu principal du dialogue social, en modernisant le fonctionnement du paritarisme qui est devenu aujourd'hui synonyme d'immobilisme. Parlons à présent d'économie. La Banque centrale européenne pourrait faire disparaître les billets de 500 €. En effet, la plus grosse coupure de la monnaie unique est accusée de faciliter le transfert d'argent sale ou le financement d'activités illégales. Le billet de 500 € pourrait bientôt disparaître des porte-monnaies. La Commission européenne, les États membres et la BCE, la Banque centrale européenne, y songent de plus en plus. La plus grosse coupure de la monnaie unique est accusée de faciliter le transfert d'argent sale ou le financement d'activités illégales, comme le souligne le ministre français des Finances, Michel Sapin. Le billet de 500 € est plus utilisé pour dissimuler que pour acheter, plus utilisé pour faciliter des transactions qui ne sont pas honnêtes que pour permettre à vous et moi d'acheter de quoi se nourrir. Donc il est normal que l'on se pose des questions aujourd'hui sur l'utilisation de ce billet. Créé à la demande pressante de l'Allemagne, l'avenir du billet de 500 € est entre les mains du Conseil des gouverneurs de la BCE, mais certains spécialistes doutent de l'efficacité de cette mesure pour lutter contre les réseaux criminels. Cette proposition intervient aussi à un moment où l'Union s'attaque au financement du terrorisme. Un mot d'environnement à présent. Le phénomène climatique d'El Niño est à l'origine d'une vague de sécheresse qui s'est abattue sur l'Amérique centrale, une partie de l'Afrique et aussi de l'Asie, provoquant ainsi une pénurie alimentaire dans de nombreux pays. Une vague de sécheresse s'est abattue sur l'Amérique centrale, sur une partie de l'Afrique et de l'Asie. Son corollaire, une pénurie alimentaire, et notamment ici à Haïti où de nombreux paysans ont perdu leur récolte. Derrière cette sécheresse se cache le phénomène climatique d'El Niño. Les effets d'El Niño seront ressentis jusqu'au début de l'année 2017, des effets largement répartis sur la surface de la planète. El Niño a eu un impact sur les productions agricoles de l'Amérique centrale, d'Haïti. Il y a aussi l'Éthiopie qui a connu une de ses saisons les plus sèches de ces 50 dernières années. L'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée encore a connu une de ses plus grandes sécheresses. L'an dernier, El Niño a été particulièrement marqué, encore plus qu'en 1997, où il a établi des records. Le phénomène se développe tous les 3 à 5 ans en moyenne, quand les eaux équatoriales du Pacifique deviennent beaucoup trop chaudes. En Éthiopie, le second pays le plus peuplé d'Afrique avec quelques 100 millions d'habitants, 10 millions de personnes sont confrontées à la pire des sécheresses depuis plus de 50 ans. Un scénario similaire se déroule au Zimbabwe et les effets de la sécheresse sont multiples. Au-delà des coûts pour l'agriculture et l'élevage, elle vient aussi porter un coup aux réserves des productions hydroélectriques. Au Zimbabwe, cela représente 38% de ses besoins énergétiques. Parlons à présent de la Grèce. L'Union européenne a donné un ultimatum de 3 mois à la Grèce pour corriger ses défaillances dans le contrôle de ses frontières extérieures. L'Union européenne demande également à la Grèce d'améliorer l'enregistrement et le contrôle des réfugiés. Le compte à rebours est officiellement lancé pour la Grèce. Athènes a 3 mois pour corriger ses défaillances dans le contrôle de ses frontières extérieures. L'Union souligne que les négligences grecques frappent l'ensemble du système de libre circulation en Europe. Les 28 demandent aux autorités grecques d'améliorer l'enregistrement et le contrôle des réfugiés qui arrivent sur son territoire. Les Européens insistent aussi sur un renforcement de la surveillance de sa frontière maritime avec la Turquie, la voie la plus empruntée par les demandeurs d'asile. Si la Grèce ne remplit pas ses obligations, la Commission pourrait alors décider de réintroduire pour une durée maximale de 2 ans des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Nous ouvrons à présent le chapitre santé avec le virus Zika en Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Colombie aussi. Les autorités sanitaires se penchent sur plusieurs cas de mort suspectés d'être en lien avec ce virus dénommé Zika. On craint que ce virus n'ait de lien avec d'autres syndromes neurologiques.
L'épidémie de virus Zika qui continue d'inquiéter notamment en Amérique du Sud. Ainsi au Brésil et en Colombie, les autorités se penchent sur plusieurs cas de morts suspectés d'être en lien avec Zika. Les personnes décédées souffraient du syndrome neurologique de Guillain-Barré, une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux. Il s'agissait de patients qui avaient également contracté le virus Zika. D'ordinaire, explique ce médecin, nous avons entre 25 et 30 cas par an sur l'ensemble du département de Norte Santander. Or là, nous avons eu 30 cas en à peine un mois et demi. Il y a donc une multiplication presque par 10 du nombre de cas. Tous les pays de la région ont engagé des opérations de fumigation, la diffusion de produits insecticides censés éradiquer les moustiques, car c'est un de ces moustiques qui est le vecteur du virus. Au Brésil, plus de 200 000 militaires sont ainsi mobilisés ce samedi pour faire du porte-à-porte. Ce pays est le plus touché par l'épidémie du virus Zika et les autorités redoutent que la situation ne s'aggrave encore. Il y a un risque pour l'État de Rio, mais aussi plus largement pour tout le pays, et même pour toutes les zones tropicales, affirme ce responsable brésilien. En fait, ce virus Zika constitue une urgence de santé publique, et cela appelle une action concertée. L'idée, c'est de passer 2 fois dans chaque logement, dans chaque bâtiment, pour aider la population, et faire cela d'ici à la fin du mois de mars. Actuellement, une quinzaine de laboratoires mènent des recherches pour élaborer des vaccins, car pour l'heure, il n'en existe pas. Mais d'après l'Organisation mondiale de la santé, il faudra sans doute attendre encore plus d'1 an avant que des essais cliniques à grande échelle ne soient menés. Toujours concernant le virus Zika, jusqu'à quand le vaccin, l'OMS a déclaré comme une urgence de santé publique de portée mondiale aussi, il faut le préciser. Or, dans combien de temps peut-on espérer avoir un vaccin? La maladie transmise par les moustiques est similaire à la dengue. Le virus Zika, l'OMS l'a déclaré comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Or, dans combien de temps peut-on espérer avoir un vaccin? La maladie transmise par les moustiques est similaire à la dengue, une infection pour laquelle des vaccins sont en cours de développement. La bonne nouvelle, c'est que le Zika est ce que nous appelons un flavivirus. C'est une certaine classe de virus contre lesquels nous avons déjà développé avec succès des vaccins. Si on voit qu'il n'y a pas de risque, alors on passera à l'étape suivante. Il est improbable d'avoir un vaccin disponible à grande échelle d'ici quelques années, mais on peut déjà franchir l'étape initiale. Si le Zika n'est pas mortel, on le soupçonne de provoquer des cas de microcéphalie, dont on a vu une recrudescence en Amérique latine. À l'Institut Butantan de Sao Paulo, les chercheurs espèrent trouver une façon plus rapide d'obtenir un vaccin. Nous sommes déjà en train de cultiver le virus avec des souches suffisantes pour faire des essais préliminaires sur de petits animaux comme des rongeurs. Ensuite, on passera aux chevaux pour voir si les chevaux peuvent développer suffisamment d'anticorps. Et ensuite, nous pourrons purifier ce vaccin dans nos laboratoires pour isoler les anticorps avant de commencer une phase d'essai sur les humains. Le virus, mis en évidence pour la première fois en Afrique en 1947, a été détecté au Brésil l'an dernier. La course au vaccin est mondiale. L'AFRIM, un institut de recherche des forces armées conjoints américains et thaïlandais, travaille aussi sur le vaccin. Le développement d'un vaccin est un processus long et difficile avant de pouvoir démontrer à la fois son efficacité et sa sécurité. Et il serait prématuré de donner une durée précise de mise au point. D'autres pistes de lutte contre le Zika sont aussi envisagées comme la lutte contre le vecteur, c'est-à-dire le moustique qui, par sa piqûre, transmet ce virus. Nous terminons dans ce grand journal avec le sport. Le Français Hervé Renard a officiellement été désigné nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. L'escouade de la Zambie, de l'Angola et aussi de la Côte d'Ivoire devra qualifier les Lions de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et pour la Coupe du Monde 2018. C'est officiel, Hervé Renard a été intronisé sélectionneur de l'équipe nationale de football du Maroc. Il succède à Badou Zaki, démis de ses fonctions la semaine passée. Lui-même remercié par Lille, cet automne, le Français ambitionne de qualifier les Lions de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique 2017 et surtout pour la Coupe du Monde 2018. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de sollicitations. Quand on a déjà été dans beaucoup de sélections, notamment sur le continent africain, il est important de bien jauger de la situation. Et il me semble,
et j'espère ne pas me tromper, que le projet de la fédération marocaine est un projet ambitieux, mais tout à fait réalisable pour pouvoir obtenir dans un laps de temps, on va dire à moyen terme, de très très bons résultats. Âgé de 47 ans, Hervé Renard jouit d'une très forte réputation sur le continent africain. En 2012, à la surprise générale, il avait mené la Zambie à la conquête de la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Un trophée qu'il a aussi remporté en 2015 à la tête de la Côte d'Ivoire. Les éléphants couraient après cette compétition depuis 1992. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.